La Tunisie était dans une autre situation, même si elle n'était pas de loin meilleure, mais elle était un peu meilleure, dans le sens où elle était moins dramatique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, la situation, surtout avec l'initiative qui me paraît courageuse et en même temps importante du GTT, mais qui trouve toujours, bien sûr, beaucoup d'handicaps, voire l'impasse pour un dialogue, pour sortir la Tunisie d'un marasme qui ne fait que durer aujourd'hui. C'est dire, je suis très heureux d'être avec vous, et évidemment, mais vous avez raison. En fait, la situation est certainement plus sérieuse aujourd'hui. Je dirais même quelque part dramatique. Mais il faut garder l'espoir, il faut garder la volonté surtout. Parce que dans la vie, je pense qu'il n'y a pas nécessairement toujours des solutions à tout, mais il faut que les forces qui peuvent pousser à trouver des solutions, les forces qui peuvent créer ces solutions, soient présentes et essayent de le faire, parce qu'il y a nécessairement une solution à tout, et je ne crois pas que nous sommes dans une situation désespérée. Elle n'est pas désespérée, mais c'est que tout simplement... Elle est sérieuse. Elle est sérieuse, mais il n'y a pas de dialogue, parce qu'en fin de compte, il y a un dialogue de sourds. Et j'ai l'impression, comme je le disais tout à l'heure, il est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Alors évidemment, vous pouvez passer la journée à le secouer, il sera toujours endormi, il ne vous écoute pas. Tout à fait. Donc je pense que c'est... premièrement, il faut saluer l'initiative de l'UGTT, qui n'est plus en fait celle de l'UGTT tout ça. C'est une chance que nous avons un syndicat aussi important. On m'a posé cette question et j'ai toujours dit qu'une organisation nationale comme l'UGTT, même si évidemment elle n'est pas seule, il faut aussi parler de l'UTICA, parler quand je dis le syndicat, parce que tout simplement, ils étaient quand même, avant l'indépendance, ils étaient là pour la libération de la Tunisie, ils sont encore là, bien sûr, les autres sont arrivés après. Tout à fait, et puis elle a toujours joué comme un rôle important. Et je pense que l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est pas seulement qu'elle essaye d'aider à trouver une solution à la situation du pays, où, il faut le reconnaître, les politiques, donc les partis, et j'assume même personnellement à mon niveau cette responsabilité, n'ont pas réussi à se parler. Donc lorsqu'on n'arrive pas à se parler entre partenaires, je pense que ça c'est grave, et que si surtout un tiers arrive pour essayer de trouver une solution ou d'essayer de nous mettre ensemble pour dialoguer, je crois que nous devons être encore plus responsables et plus conscients de la situation. Donc c'est positif, et on ne peut pas reprocher à l'UGTT d'avoir essayé cela. Je crois que la responsabilité nous impose aujourd'hui de nous retrouver dans un dialogue national ouvert, avec une réconciliation nationale nécessaire, et pour essayer de dépasser évidemment les propositions de l'UGTT ou de Quator, en fait, qui présente cette initiative. On peut les discuter. Nous, en tant que parti, nous avons donné notre agrément, nous avons donné notre soutien à cette initiative, mais nous avons aussi décidé d'avoir un petit comité maintenant qui travaille là-dessus pour préparer ce qui va être discuté pendant le dialogue national qui est nécessaire. Et avec l'expérience que nous avons eue auparavant, je pense que cela est possible. Il faut que chacun mette un peu du soi pour essayer de se mettre ensemble et trouver une solution à la situation que traverse notre pays aujourd'hui. Mais le dialogue, évidemment, c'est le mot que je voudrais retenir, parce qu'en fin de compte, vous êtes une des seules personnes, une personnalité politique, on ne voit pas beaucoup dans les plateaux de politique, on ne vous voit pas aussi souvent que d'autres de toute façon, et vous n'êtes pas quelque part dans le blabla, ou bien tout simplement parce qu'évidemment, le propre du politicien, c'est le mot, c'est le discours, et que quelque part, aujourd'hui, il y a eu tellement de discours, de dialogue, et en même temps de plateaux, que j'ai l'impression que le dialogue lui-même, quand le Tunisien l'écoute, est un petit peu galvaudé. C'est une question d'approche, je dirais même c'est peut-être une question de personnalité, parce que contrairement peut-être à la majorité de mes compatriotes, vous savez que j'ai eu une expérience à l'étranger avec les Nations Unies, et j'ai vécu surtout des situations dramatiques. J'ai vécu la révolution iranienne, j'ai vécu la situation en Afghanistan, j'ai vécu le génocide du Rwanda, j'ai vu des pays disparaître de la carte, en quelque sorte. On mentionne la Somalie, j'ai vu l'Afghanistan, j'étais le premier
international. Vous avez un destin chargé. Chargé de par mes fonctions, parce que vous savez, au sein des Nations Unies, je m'occupais des réfugiés. Donc, s'il y a des réfugiés, c'est qu'il y a des guerres. S'il y a des réfugiés, c'est qu'il y a des crises sérieuses partout. Et évidemment, c'était en Afrique, en Asie, mais aussi dans le maintien de la paix, particulièrement en Afrique centrale. Donc, j'ai vu cela et j'ai une réaction, disons, peut-être assez différente parce que j'ai vécu ce genre de situation lorsqu'on parle de l'honneur. Donc, vous avez l'impression que c'est un remake, ce qui se passe en Tunisie, par rapport à ce que vous avez eu, en tout cas. Au contraire, ça me donne plus de sérénité et plus d'espoir parce que je pense que nous ne sommes pas encore dans une situation où on peut être comparé à certaines situations que j'ai mentionnées. Mais il faut être alerte, il faut être et puis essayer de chercher la solution au lieu d'avoir malheureusement, et je dis pas cela pour critiquer qui que ce soit, au lieu de la faire un peu de la politique spectacle, donc être sur les plateaux en train on est comme dans des arènes donc de bagarres et de tauromachie. Donc et ça nous le vivons malheureusement depuis les dernières élections au lieu on a commencé une campagne avant terme. Mais ça, c'est un problème aussi de culture et en même temps de niveau de culture. Donc cette inégalité fait que quand même aussi qu'il y a un dialogue parfois de culture et d'expérience surtout. Parce que, vous savez, on n'est pas démocrate et on ne devient pas démocrate qui veut. Hein, n'est-ce pas? Absolument. C'est une question d'esprit, c'est une question de mentalité. De vécu, de culture. De culture surtout, oui. Et il faut évidemment qu'on apprenne à avoir des avis différents. Ce n'était pas le cas dans le passé et aujourd'hui c'est un exercice évidemment difficile. Mais j'espère quand même que mes compatriotes, j'espère surtout ceux qui dirigent aujourd'hui, disons, qui sont sur la scène politique aujourd'hui, essayent de comprendre qu'on a besoin en fait comme j'ai dit, de réconciliation et d'essayer mais je veux dire, ces envies, cette volonté de tout ce que vous avez énuméré, elle existe et elle est racontée presque tous les jours, mais il n'y a rien qui avance en fait. Il n'y a rien qui avance. Maintenant, nous avons un projet. Il peut ne pas être parfait. Donc, je parle de la proposition de l'UGTT. Alors, discutons-en. Mais il faut pas commencer à poser des conditions au départ. Je sais que le problème est un problème de confiance, surtout de la part de Narda et peut-être pas de toute la Troïka. Mais la proposition de l'UGTT, à mon avis, a fait un pas où la démission du gouvernement n'est plus une obligation ou une exigence immédiate. Donc il y a moyen, parce que c'est ça le problème. Et si nous voulons dépasser cette période, si nous voulons arriver à une solution, il faut que chacun mette en quelque sorte un peu de nous-mêmes pour que nous puissions arriver à un accord. Vous savez, les certitudes, la fixité, l'immobilité n'est que celle des morts. D'accord. Mais lorsqu'on est encore vivant, surtout on est dans la politique et dans des activités qui exigent beaucoup de mobilité, beaucoup de souplesse, beaucoup de compréhension, là il faudra faire l'effort dans l'intérêt de ce pays et dans l'intérêt de ce peuple. Alors vous avez beaucoup d'expérience, vous avez vécu l'époque de Ben Ali en tant que ministre, je sais que ça a fait couler beaucoup d'encre l'histoire du passeport, j'apprécie beaucoup votre courage parce que vous avez accepté la dernière fois, avant de commencer l'émission, vous m'avez dit moi de toute façon, toutes les questions que vous voulez poser ne me dérangent pas, je suis clair avec moi-même et avec mon passé et avec les personnes que je fréquente aujourd'hui, je suis là pour la Tunisie. Mais alors, est-ce que vous avez, vous, avec votre expérience, appréhendé cette situation et vous avez imaginé cette situation? Tout à fait. D'accord. Tout à fait, je dis ça modestement. Et puisque vous avez mentionné cette fameuse affaire, qui n'est pas fameuse du tout, des passeports diplomatiques de l'ex-président, si j'ai accepté d'être critiqué, d'être attaqué, d'être, disons, par tous les noms, hein, c'était tout simplement parce que je voulais sauver les institutions de l'État. J'ai assumé cela alors qu'il est clair et les gens qui le savent, et je l'ai dit il
il y a quelque temps, j'ai décidé en fait de donner la vérité. La vérité était que je n'avais pas pris cette décision. La décision a été prise par l'ancien Premier ministre et l'ancien président intérimaire, et je n'ai fait qu'appliquer en quelque sorte les instructions, mais je voulais, moi, je me suis considéré comme étant pas nécessairement aussi important qu'un chef d'État intérimaire, et par conséquent il fallait protéger les institutions pour éviter au pays plus de difficultés et plus de problèmes. Et c'est ça mon esprit, et je ne le regrette pas. Mais quand vous dites que j'ai appréhendé cette situation, alors est-ce que n'importe quel parti, Troïka ou autre, gagnant les élections, aurait fait la même chose, ou pire, ou bien tout simplement parce que c'est propre à un esprit, une expérience politique, ou bien il y a autre chose qui vous paraît peut-être insolite, mais que vous appréhendez quand même, et aujourd'hui nous y sommes? Vous savez, je vais vous dire la vérité. Je sais qu'on me reproche le fait peut-être d'essayer d'être toujours diplomate, et là, c'est pas une question de diplomatie, c'est la vérité. La vérité est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'étaient pas préparés pour l'assumer. Et on ne passe pas, disons, d'une personne, j'assume ce que je dis, persécutée, totalement mise à l'écart, immédiatement pour exercer le pouvoir à n'importe quel niveau. Je ne parle pas seulement de... Vous voulez dire que les brimades qu'ils ont subies, ou bien le fait d'avoir été marginalisés pendant des années par rapport à une société qu'en rentrant là-dedans, ils ont du mal à comprendre? La société, mais aussi même l'administration. C'est-à-dire la façon dont on a traité l'administration était une erreur, à mon avis, peut-être la plus grave même que les erreurs politiques. En d'autres termes, on a mis de côté des compétences qui ont toujours travaillé pour l'État et qui n'ont pas du tout été nécessairement alliés à l'ancien régime, mais qui auraient travaillé de la même façon et avec le même engagement avec n'importe quel gouvernement. Et c'est là, encore une fois, où je dis, c'est une question de mentalité, c'est une question d'état d'esprit. D'accord. Disons, un fonctionnaire de l'État aurait fait travailler de la même façon aujourd'hui comme il l'avait fait jusque-là. Alors on a pensé se débarrasser de certaines personnes parce qu'on pensait qu'ils étaient plutôt du côté de l'ancien régime, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui fait que, évidemment, lorsqu'on voit par exemple les conditions dans lesquelles s'est passée la rentrée scolaire cette année, oui, je crois que c'est une preuve, même si on n'en avait pas encore besoin. Alors évidemment, ce qui vous fait peur, on en parle après la petite musique qu'on va écouter, c'est que tout simplement qu'il y ait une situation comme la Somalie aujourd'hui, qu'il n'y ait plus d'État parce que tout simplement on n'a pas su garder les personnes qu'il faut pour les institutions, pour que les choses soient réellement au moins assises sur quelque chose de solide, en attendant que les choses aillent mieux, et que ce qui se passe en Somalie où il n'y a plus d'État, c'est peut-être ça le danger qui vous fait le plus peur. J'espère qu'on n'y arrivera pas là, et j'ai beaucoup confiance, hein, mais je vous ai seulement expliqué pourquoi peut-être je garde cette sérénité, parce que nous ne sommes pas encore dans cette situation-là, mais il faudra réagir le plus vite possible pour essayer d'entamer ce dialogue et d'essayer de fixer un programme pour le pays, pas seulement pour l'année à venir. L'objectif ne doit pas être seulement les élections. L'objectif doit être aussi la remise en oui, on a l'impression marche. que les élections gardent un trésor énorme, que dès qu'il y a eu les élections, tout de suite, il va y avoir des milliers de dollars et d'euros de dinars partout. Que les solutions vont tomber du ciel. Pas du tout. Pas les mêmes personnes, en fait. Pas du tout. Il faut commencer à penser maintenant à un pacte national, sérieusement, sur le plan politique, penser à un programme économique pour le pays. Si nous voulons vraiment travailler sérieusement, c'est pas pour une année ou deux, c'est pour peut-être une décennie ou deux, et il faut qu'il y ait un minimum de consensus entre nous, c'est ce que nous avons toujours dit dès le début. C'était par rapport à ce que disait Coluche, justement, dans un clin d'œil dans un sketch où il disait que le capitalisme était, que le communisme était, et le capitalisme était l'exploitation de l'homme par l'homme, tandis que le communisme est tout à fait le contraire. On revient au même. On va écouter un peu de musique, restez avec nous sommes avec Kamel Morgen. Justement, à travers l'écoute téléphone que vous avez donc occasionné depuis le début de cette émission avec Kamel Morgen, eh bien, ça fait donne une idée sur l'importance de la personne qui est avec nous aujourd'hui du parti l'initiative El Moubadra. Je voudrais d'abord une première parenthèse, c'est qu'une dame voudrait vous saluer particulièrement pour vous dire que tout simplement
grand diplomate de qualité, ça ne court pas les rues, que vous en faites partie, et ça serait bien de nous donner une idée sur ce que vous avez certainement eu l'idée sur ce qui s'est passé au niveau de tous ces mouvements diplomatiques au niveau du gouvernement. Bon, je pense qu'elle va parler par là de ce qu'on appelle le mouvement diplomatique, donc les nominations. Oui, j'imagine. Les nominations, évidemment. Je ne suis pas en mesure et je ne suis pas la question de juger. Je fais seulement une remarque d'ordre général et je suis certain que M. le ministre, qui est un ami, qui est un ex-collègue, certainement est conscient de cela. Il a dû certainement être soumis à des pressions, parce que sinon, je pensais qu'il y a deux corps de l'État qu'on doit nécessairement mettre à l'écart des enjeux politiques et des luttes politiques. C'est celui des gouverneurs et des délégués, oui, et celui des diplomates et des ambassadeurs. J'entends par là qu'il faut dorénavant, à mon avis, qu'il soit totalement neutre, un peu les gouverneurs et les délégués, un peu comme le corps préfectoral en France. On ne change pas les gouverneurs, on ne change pas les délégués parce que il y a un changement de gouvernement ou un changement de régime. Ils doivent avoir une formation particulière, une formation vraiment exceptionnelle d'ailleurs pour accomplir comme il faut leur fonction. La même chose pour les diplomates. Nous avons un institut diplomatique et il faudra donner aujourd'hui, après surtout les expériences qu'on a vécues, la confiance aux diplomates tunisiens et ne pas, surtout pour les postes importants, etc., comme s'ils sont incapables de gérer des postes. Donc j'aurais espéré que les choses changent, mais bon, il y a un léger changement, mais pas aussi important comme je l'aurais souhaité, et c'est un avis personnel. Mais j'espère que nos gouvernants, en quelque sorte, que ce soit aujourd'hui ou demain, réalisent que pour qu'un État soit respecté, il faut qu'il y ait une neutralité, encore une fois, de certains corps de l'État, spécialement ceux que je viens de mentionner, évidemment, en plus de ceux qui portent la tenue, donc que ce soit les militaires ou la sécurité. Alors évidemment, la personne qui a téléphoné, une certaine Sonia, j'imagine qu'elle parle également de l'image de la Tunisie par rapport à l'étranger. Nous vivons aujourd'hui dans le monde, on ne peut pas faire abstraction du monde, et bien au contraire, nous avons un pays qui n'est pas riche, peut-être quelque part c'est une chance, sinon ça aurait pu être beaucoup plus grave, et que aujourd'hui, l'image de la Tunisie, quelque part, elle est un petit peu esquintée, voire elle n'a plus je ne dirais pas qu'au de Ben Ali, je ne suis pas du tout pour, mais je pense que la diplomatie, de toute façon, avant ou après, elle doit avoir les mêmes paramètres et les mêmes qualités pour pouvoir fonctionner comme il faut. Tout à fait, tout à fait. Et lorsque je vois aujourd'hui que mes compatriotes, surtout lorsqu'il s'agit des femmes, donc pas seulement les hommes qui partent en Syrie, lorsque je vois l'image que nous avons aujourd'hui à l'étranger, surtout en s'engageant dans des choses tout à fait contraires au droit international, etc., ça, je pense, c'est vrai. Donc je partage ce sentiment qui est certainement réel chez beaucoup de nos compatriotes. La Tunisie a toujours eu une diplomatie équilibrée, une diplomatie surtout sage, je dirais. Même du temps où le monde était bipolaire, nous avons toujours réussi à avoir de bonnes relations. Certes, nous étions plus proches de l'Occident, plus proches des États-Unis, mais on n'a jamais eu des problèmes avec l'Est et surtout avec l'Union soviétique. Oui. Donc c'est ça et puis nous avons besoin de ça parce que il faut l'admettre, nous sommes un petit pays par la superficie, par la dimension. Nous sommes un petit pays sur le plan aussi économique, il faut pas se tromper, mais des petits pays comme le nôtre peuvent être grands avec leur politique, que ce soit à l'intérieur avec leur politique sociale, éducationnelle, etc., mais surtout à l'étranger avec les positions mesurées. J'ai été témoin plus qu'une fois, disons, de décisions prises par d'autres gouvernements, tout simplement, qui m'ont dit, on attend la décision de la Tunisie, on attend la position de la Tunisie parce qu'on va la suivre. Donc, et j'ai vécu cela dans certaines conférences internationales où des collègues, que ce soit ambassadeurs ou ministres,
n'ont pas voulu voter avant de voir dans quel sens va aller le vote tunisien. Donc, j'espère qu'on ne va pas perdre cette position. Donc, quelque part, nous avons une image sympathique, attachante, qui fait que, quand même, malgré tout ça, il y a quand même beaucoup de pays qui attendent à ce que la Tunisie aille mieux pour faire, eux, de leur côté, un premier pas et faire avancer les choses. Oui, je ne peux pas dire le contraire. Il est clair que, parce que, vous savez, en politique, en général, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de sentiment. C'est plutôt des intérêts qui comptent. Et évidemment, personne ne veut mettre ses œufs ou mettre en quelque sorte ses moyens dans un pays où on n'est pas sûr d'avoir des et on ne prête qu'aux riches, en fait. On ne prête qu'aux riches, c'est clair. Alors, les Tunisiens qui partent en Syrie, qui ne reviennent pas en Syrie d'ailleurs, ils reviennent un à un, vous avez une lecture certainement du monde, puisque quelque part, où il y a quelques années, votre nom circulait un peu partout dans les grandes sphères politiques, comme quoi vous étiez présumé être un président de la République de la Tunisie. Est-ce que ça vous a donné l'idée et en même temps la motivation de réellement bien travailler d'une manière profonde de la Tunisie, comment elle doit être par rapport à vous? Ça, c'est tout à fait normal. Parce que votre nom, bien sûr, on l'a entendu beaucoup de fois, Kamel Mojene, président de la République. Bon, ça a été dit déjà avant la Révolution, mais ça ne m'a pas du tout ni impressionné, ni m'a fait changer de position. Mais ça vous a quand même fait poser des questions sur plusieurs instances et en même temps ministères et une projection de la Tunisie par rapport à un futur que vous imaginez par rapport à votre expérience. C'est clair que tout homme politique et tout homme public doit nécessairement avoir une position, doit avoir ses propres avis sur la situation, sur l'avenir de son pays, mais pas nécessairement parce que, disons, il doit être président ou pas président. Donc ça, déjà, du temps où j'étais au gouvernement, j'avais mes idées, mais c'est surtout aujourd'hui, parce que lorsque vous fondez un parti, vous devez nécessairement avoir un programme. Et nous avons commencé par mettre en place tout de suite et présenter un programme politique, surtout lorsqu'on a eu les élections en 2011. Quand je dis président de la République, vous étiez l'homme de l'Amérique, des États-Unis. Aujourd'hui, on a l'impression que le monde a basculé de nouveau à peu près dans le même sens qu'il y a quelques années avant la guerre de l'Irak. Ça veut dire que la Russie qui revient au premier plan et qui quelque part gagne des points par rapport à l'Amérique. Enfin, je dois... Et Poutine surtout qui a... Pour commencer, je dois dire que je n'étais pas ni le candidat des États-Unis. Enfin, je veux dire que quelque part, vous avez des sympathies qui... Je ne savais pas, de toute façon, et on ne l'a jamais dit, ni les Américains, ni... moi, je vous le dis. Mais vous gardez ça pour vous. En fait, je pense que c'est vrai, vous avez raison en ce qui concerne la situation dans la politique. Et ils sauvent la situation, j'ai l'impression. Hein, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas Poutine, il n'y avait pas la Russie pour qu'il n'y ait pas réellement l'embrasement de toute une région. En fait, à mon avis, il a donné une occasion en or au président Obama de s'en sortir, parce que je pense qu'il s'est trop engagé dans cette affaire de Syrie. Et surtout, il y avait ce risque qu'il devait aller disons, en guerre sans le consentement ou sans l'appui du Conseil de sécurité, mais surtout, il savait qu'il y avait des doutes même pour le Congrès, s'il allait approuver cette action ou non. Et je crois que, en quelque part, Poutine a été intelligent, ou peut-être il a saisi l'occasion pour sortir son idée tout de suite, et je pense que Obama était très content de saisir cette occasion, qu'il a sorti un peu de cette situation, parce que pour quelqu'un qui a juste, il y a 3 ans ou 4 ans, en 2009, il était donc il a eu le prix de... Poutine, il a pris plusieurs prix, il a même des ceintures de noir de karaté, il est acrobate, il est en même temps... Alors, Georges Bernard Shaw... Non, mais je parle surtout du président Obama, qui est même prix Nobel de la paix. D'accord. Et c'est quand même aussi pour lui et pour son image
un problème s'il avait effectivement réalisé ou s'il avait... Donc quelque part ça le coince un petit peu? Au contraire, moi je crois qu'à sa place, je serais content, surtout que ça donne cette bonne impression aujourd'hui de cette entente entre ces deux pays. Bon, on a l'impression que rien n'a changé, même si sur le plan évidemment politique, les choses ne sont plus les mêmes que du temps de la guerre froide. D'accord. Mais c'est clair que j'espère que cela va permettre surtout à la conférence de Genève de reprendre et que les partis dans cette guerre, disons, qui certainement ne sert pas ni l'intérêt du peuple syrien, ni surtout l'équilibre de la région, sur le plan religieux, sur le plan des nationalités, et surtout ne servent surtout pas le monde arabe aujourd'hui. Alors évidemment, Georges Bernard-Shaw disait que quand Paul me parle de Jacques, j'apprends plus sur Paul que sur Jacques. Là, vous parlez beaucoup de Poutine par rapport à Obama. Donc Obama, quelque part, est en porte-à-faux politiquement au niveau de la valeur politique et qualité politique par rapport à Poutine, qui aujourd'hui redessine une carte de la géopolitique qui nous concerne quelque part. Puisque de toute façon la Syrie, l'Égypte, le Mali, l'Algérie, la Libye, tous ces pays-là, leur changement par rapport à des situations radicales et fondamentales fait que nous sommes concernés quelque part. C'est tout à fait normal, parce que ce qui se passe en Syrie ne peut pas avoir d'effet sur tous les pays de la région. Et lorsqu'on parle de région, on ne parle pas seulement du Moyen-Orient. Le monde arabe, le monde islamique, c'est tout à fait normal, parce que la Syrie, on connaît ses relations avec un pays comme l'Iran. La Syrie, c'est un pays frontalier avec un autre acteur important dans la région, à savoir la Turquie, avec l'Irak, avec tous les problèmes de communautés religieuses. Israël. Israël, ça va de soi, ça c'est même central. Donc, évidemment, lorsqu'on voit la situation, surtout en Égypte aujourd'hui, ce qui vient de se passer en Syrie prend certainement une dimension qui n'était pas peut-être visible ou possible il y a peut-être 5 ou 6 ans. Vous aimez la Tunisie, vous aimez les Tunisiens, et les Tunisiens qui sont partis là-bas. Aujourd'hui, cette situation a changé. Ça va être quand même quelque part très grave pour la plupart de ceux qui sont partis pour le djihad. Très grave pour eux, très grave pour le pays, parce que c'est pas seulement ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils ont fait jusque-là. Et il y a eu beaucoup comme vous le savez certainement, beaucoup de victimes, beaucoup de morts parmi nos compatriotes qui sont partis là-bas. Mais surtout, parce que j'espère et je crois que cette guerre va finir un jour, et j'espère proche. Où est-ce qu'ils vont aller? Oui. Certains vont certainement continuer avec ceux qui les ont recrutés aujourd'hui et qui ne vont pas être certainement des gens pour la paix. D'autres qui vont rentrer ici, et lorsqu'on fait ce genre d'expérience, on l'a vu dans d'autres circonstances, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs, on se retrouve évidemment chez soi, mais pour faire quoi? C'est ça qui va être, disons pour nous, un grand problème qu'il faudra déjà commencer à régler. Donc quelque part aussi c'est grave pour les politiciens qui ont pris des décisions très hâtives à l'époque, qui aujourd'hui mettent en porte-à-faux peut-être la relation de la Tunisie par rapport à une partie de la région. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout au début. Donc cette politique étrangère, calme, sereine, qu'on a perdue malheureusement, et le meilleur exemple, effectivement, je le dis, je l'assume, c'est la position qu'on a adoptée dès le début, sans consultation ou quoi que ce soit, surtout en demandant aux chargés d'affaires de quitter le pays, et ça c'est très grave, même les États-Unis et la France ne l'ont pas fait. Vous avez été même menacé de mort, et quelque part quand vous êtes arrivé au studio, vous étiez accompagné, je pense que c'était un fan de vous, mais apparemment c'est quelqu'un de la sécurité. Vous n'êtes pas le seul à être dans cette situation, puisque Hamami, je crois que hier même, il était dans une situation où il était vraiment près d'un attentat. C'est vrai que le public qui vous regarde a plus peur pour vous, parce que je vois quelque part, c'est une situation difficile, dangereuse, mais qui apparemment vous la consommez normalement. Enfin, c'est vrai que je ne m'attendais pas à cela, que jamais lorsque j'ai dit... Il y a une liste énorme en plus. De rester en Tunisie et de continuer disons, mes activités politiques, parce que je considérais que je n'avais rien à me reprocher pour me condamner moi-même. Je n'ai pas pensé à cela. Aujourd'hui, c'est un fait.
j'avoue que je n'ai aucune idée est-ce que vraiment c'est quelque chose de très sérieux, de moins sérieux, puisque je n'ai eu aucun contact avec le ministère de l'Intérieur à part le fait qu'ils ont décidé de me donner une couverture, en quelque sorte, une protection. Bah oui, c'est normal. Mais bon, vous savez, vous vous trouvez quelquefois dans des situations où vous devez assumer. J'assume ma situation, j'assume ma position, et je suis un homme croyant, donc cela m'aide à accepter cette situation. Je remercie les autorités pour cela, pour m'avoir accordé cette protection, mais je pense que nous avons tous un destin et qu'il faut l'accepter en tant que tel. Et bon, j'ai vécu dans des situations, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus graves, beaucoup plus difficiles. Peut-être que la situation aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'à l'époque, je n'étais pas un acteur national, j'étais plutôt un acteur considéré comme neutre et comme étranger. Eh bien, moi je ne suis pas encore sur la liste parce qu'on m'a posé la question, je lui ai dit non, je ne suis pas assez important, c'est comme pour un jour pour la publicité, on m'a dit comment ça se fait que vous ne faites pas encore de la publicité, je lui ai dit mais si, j'étais contacté, mais le stock n'était pas assez important. Bien, alors justement pour parler de stock et d'économie et d'argent, M. Chedli, je rappelle que nous sommes en direct avec Kamel Mogène, qui prédit donc une situation catastrophique. Tout à fait. Si, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a combien de si. Tout à fait. Lorsque j'ai vu les déclarations de Chedli, j'étais surpris doublement. C'est-à-dire, on savait que la situation n'était pas fameuse, mais venant de lui, qui est connu pour être un homme, disons, très mesuré, très calme, etc., et lorsque, surtout, il a donné des chiffres qui donnent froid au dos, comme on dit. Donc, alors j'espère que cela va avoir l'effet sur tous ceux qui peuvent aujourd'hui changer ou faire changer les choses. Ce n'est pas le gouverneur de la Banque centrale seul qui peut faire ça, c'est politique, c'est aussi les acteurs économiques et malheureusement, comme nous le savons tous, beaucoup d'entre eux ont quitté, surtout les étrangers, mais même aussi des Tunisiens, ils sont allés ailleurs. Je crois que lorsqu'on voit la situation aujourd'hui, c'est la situation économique qui va avoir nécessairement un effet très grave sur le reste, à part le côté politique évidemment, le côté sécuritaire, le côté social, et là il faudra encore une fois, comme je l'ai dit, que nous nous mettions ensemble, qu'il y ait une certaine concertation entre tout le monde, surtout les acteurs économiques, mais aussi les partis politiques, pour essayer de mettre en place un programme de redressement de notre économie. Comme j'ai dit, avec les chiffres qu'a mentionné le gouverneur de la Banque centrale, je crois qu'il faudra... D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi le changement. Kamel Nebli était parfait par rapport à son expérience, il a été changé, et je ne sais pas ce que ça a pu changer par rapport à l'économie d'aujourd'hui. C'est une question, bien sûr, qui demandera beaucoup de temps. Vous êtes, M. Kamel Mogène, vous avez une image qui est parfois plus importante et plus grande que votre parti. Ouais, bon, c'est une question de personnalité, c'est une question également de temps et en même temps de communication, et puis aussi d'expérience. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes sur le terrain? Comment vous voyez l'avancement rapide de votre parti par rapport à une Tunisie que vous voulez sauver et que vous avez dit que je serais prêt à composer même avec le diable pour la Tunisie? Oui. Laissez-moi vous dire que premièrement, ce n'est pas du tout facile de créer un parti, de le faire vivre, de le faire surtout progresser. C'est vrai que nous ne sommes pas peut-être aussi visibles que d'autres, mais n'oubliez pas aussi que pour nous c'était une attitude voulue, donc une politique tout à fait concertée, et c'est un peu notre décision. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas présents. C'est vrai que peut-être nous ne sommes pas présents dans tous les gouvernements. Est-ce qu'on vous marginalise un petit peu quelque part, vous sentez ça? Peut-être au niveau de l'information, oui. Non, au niveau de la grandeur aussi des partis qui aujourd'hui se sentent par les sondages qui sont plus importants que vous. Mais c'est normal, il faut accepter ce genre de situation, et lorsqu'on commence une entreprise comme celle que nous avons créée il y a quand même maintenant près de 2 ans, même plus, parce que quand même notre parti a obtenu son visa au mois d'avril 2011, donc près de 2 ans et demi maintenant. Nous sommes présents dans la plupart des gouvernements du pays, mais nous venons surtout depuis quelques semaines
d'avoir, avec 3 autres partis, avec référentiel ou à référentiel d'Estourien, une fusion. Par conséquent, j'espère que cela va aussi donner plus à la fois de moyens et de moyens humains et financiers pour le parti, pour que nous puissions être peut-être un peu plus visibles. Mais je dois encore une fois dire que c'était voulu, surtout lorsqu'on voit comment la bipolarisation de la scène politique s'est faite, et on voulait garder disons, cette position du centre qui est peut-être plus difficile que d'être sur les 2 extrêmes. Est-ce qu'il y a danger aujourd'hui qui est l'esprit régionaliste qui revient, parce que vous êtes du côté du Sahel, de Sousse exactement, et puis précisément, pardon, et que quelque part la Tunisie a vu pendant très longtemps donc cette région être réellement dans la décision politique. Est-ce que c'est pas un danger? C'est la énième fois que j'entends cette remarque, pour ne pas dire c'est la dernière fois cette question. Non, vous avez le droit de poser toute. Non, mais c'est parce que c'est dommage qu'aujourd'hui on ne devrait plus être dans ce genre de repère. C'est vrai, c'est malheureux même, je dois dire. Vous faites le bonheur, on fait le bonheur de la Troïka. Enfin, laissez-moi vous dire que premièrement, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire qu'on pose cette question, à chaque fois qu'on pose cette question, moi j'ai 2 idées qui me viennent tout de suite, immédiatement à l'esprit. La première, c'est que lorsqu'on prétend ou lorsqu'on dit ce genre de choses, il faut toujours penser à la sociologie. Et chaque région a sa propre sociologie. C'est vrai, la Tunisie est une, c'est clair, mais je crois que tout dépend de l'environnement dans lequel nous avons vécu. Et c'est clair que les régions sont influencées aussi par leur propre situation sociologique, en quelque sorte. Je veux citer des gens que je respecte beaucoup, comme tous les Tunisiens. Lorsqu'on pense à Sfax, on pense aux affaires et on pense au succès sur le plan économique, etc. On pense au Sahel. Du point de vue sociologique, il faut voir aussi le passé, il faut voir pourquoi cela est arrivé, parce que évidemment le Sahel, il n'y a pas beaucoup de propriétaires terriens. Non, il y en a qui pensent à l'étoile quand ils passent à l'étoile. La preuve, c'est que l'étoile est pauvre aujourd'hui. Ils sont intéressés à la politique. Évidemment, le fait que Bourguiba et ceux qui ont commencé le mouvement national, il y avait une bonne proportion, pour ne pas dire une majorité, c'est pas par hasard que le congrès, disons, de Destour s'est tenu à Ksarahlel. Donc, il y a cet élément sociologique qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut assumer. Mais ça veut dire que c'est quelque chose d'éternel. Hein, c'est tout à fait normal. Si je suis dans la politique aujourd'hui... Je voulais rejoindre l'idée de refus ou de rejet ou de marginaliser par rapport à des grands partis qui se croient peut-être parfois plus aussi d'une région tunisienne ou autre. Écoutez, moi je trouve ces idées... Il y a un peu l'ombre de ça. Honnêtement, je trouve ça tout à fait ridicule. Et lorsqu'on pense à ce genre de situation, je pense même que c'est très grave. Absolument. Il faut éliminer ça déjà. Il faut éliminer cela. Vous savez, moi je vous ai dit que lorsqu'on me pose cette question, lorsque j'entends cette question, ma première idée c'est le côté sociologique et l'explication sociologique. La deuxième, il y a une expression de Montesquieu que j'adore et que je cite assez souvent dans situation. Montesquieu a dit « Je suis nécessairement homme et je ne suis français que par hasard ». Moi, je dis je suis nécessairement tunisien et je ne suis sahélien ou je ne suis d'Amamsous ou de n'importe quel patelin que par hasard. Si je suis né là, c'est parce que mon père était né là et parce que je viens de cette région, mais fondamentalement... on ne choisit pas, nous, ses parents. Et puis quel mal y a-t-il à cela? Jugeons les gens à leurs actes, jugeons les gens, et qu'ils soient du sud, du nord... je parle de manque de culture, justement, pour rentrer dans cet amalgame-là. Mais ça existe dans d'autres pays aussi. C'est pas typiquement tunisien, il faut l'avouer. Mais il ne faut pas que cela arrive jusqu'au point où, comme on parlait tout à l'heure de certains pays qui ont été divisés sur cette base-là, mais au moins chez nous, Bourguiba, s'il a réussi quelque chose, c'est qu'on n'a plus de tribus, on n'a plus donc comme c'était le cas auparavant. Et on ne doit plus se poser cette question. Aujourd'hui, lorsque vous voyez des habitants d'une ville comme Sousse, il y a au moins, je dirais, le tiers
qui ne sont pas nécessairement originaires de Sousse. Et ça, il n'y a plus aucun endroit et ça me fait plaisir, parce qu'arrêtant ce genre de raisonnement, je crois que lorsqu'on voyage, lorsqu'on voit le monde et lorsqu'on voit la situation dans laquelle est le pays aujourd'hui, je ne dis pas cela pour me donner quoi que ce soit comme plus ou moins, mais surtout, pensons aux problèmes de notre pays, pensons sérieusement aux problèmes réels du pays et arrêtons de raisonner. Y a-t-il des choses que vous avez voulu dire parce qu'il reste que 2 minutes, ou bien vous voulez rester après les informations de Trésor? Je crois que vous avez fait le tour. Parce que de toute façon, vous avez aussi vécu beaucoup en Afrique de par votre fonction de diplomate avec les Nations Unies, et qu'aujourd'hui, l'Afrique, d'abord, dont on parle pas beaucoup, nous en tant que Tunisiens africains, on a toujours l'impression comme si on faisait pas partie de l'Afrique. Puis en même temps, il y a aujourd'hui des choses quand même graves qui ne se passaient pas avant. Moi, je connais le Sénégal, je connais le Zaïre. Aujourd'hui, ils sont contaminés par le même mal et en même temps par des attentats. Hier, il y avait un attentat, je crois, au Kenya. Tout à fait. 32 morts, je crois. Oui. Et je crois que là, ce fléau de terrorisme, il se déplace, mais il est toujours le même. Malheureusement, c'est le même. Et malheureusement, comme vous le savez, ils sont originaires de la Somalie. Il y a une minorité au Kenya qui est somalienne, donc parce que c'est des pays frontaliers. Oui. Et moi, je dois le dire aujourd'hui, ma crainte a toujours été que Al-Qaïda au Sahel, donc au Sahel africain évidemment, arrive un jour à faire le lien avec ceux qui sont en Somalie pour couper l'Afrique en deux. J'espère qu'ils ne réussiront pas à faire cela. Et ça, c'est un peu le travail de Kadhafi, hein. Bon, c'est ce qu'il a évidemment essayé de faire. Il leur a donné beaucoup de solutions et beaucoup de possibilités. Il a beaucoup couvert ces gens-là. Hein. Disons, l'histoire le dira, parce que je pense qu'il y a les deux aspects. Mais de toute façon, ce qui vient de se passer à Nairobi est vraiment terrible. C'est un pays surtout Nairobi, c'est l'une des meilleures villes d'Afrique. Et puis surtout, la façon, en écoutant surtout les informations, disons, dans une télévision étrangère, on a parlé d'arabe encore une fois. Donc parce que c'est des Somaliens, on ne peut pas le nier. Eh bien, je crois qu'une heure, c'est toujours très court avec ces Kamel Moljane. Merci beaucoup. Ravi d'avoir passé donc ce moment agréable. Tous les auditeurs et auditrices ont été ravis. Juste après, il va y avoir les informations. J'ai l'impression qu'il va y avoir une 3e fois ces Kamel Moljane avec moi, mais ça sera plus tard. Ça sera toujours avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Mes meilleures salutations à vous et à tous les auditeurs. Merci beaucoup. 13h, les informations. Juste après, bien sûr, on écoutera de la musique.